50 morts au moins et des dizaines de blessés déplorés en Iran. 2 explosions sont survenues coup sur coup près de la cérémonie d'hommage à Qassem Soleimani, l'ancien chef de la force d'élite Al-Quds du corps des gardiens de la révolution. Les autorités iraniennes évoquent une attaque terroriste à quelques heures du discours au Liban d'Hassan Nasrallah. On va faire le point dans quelques instants avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Ces derniers événements interviennent alors que l'embrasement régional est de plus en plus redouté. Le chef du Hezbollah libanais doit prendre la parole ce soir depuis Beyrouth. La veille, 3 frappes ciblées ont tué en pleine capitale libanaise le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri. L'armée israélienne, qui ne revendique pas, dit se préparer à tous les scénarios possibles. Et puis nous reviendrons également sur les opérations de sauvetage compliquées par la pluie au Japon. Les secours affrontent aujourd'hui une météo très défavorable. Il y a pourtant urgence. De nombreuses personnes manquent toujours à l'appel. 2 jours après le puissant séisme, le bilan humain pourrait encore s'alourdir. Il est actuellement de 64 morts. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Que s'est-il passé en ce début d'après-midi dans le sud-est de l'Iran? La télévision d'État fait tourner en boucle, vous allez les voir, ces images, celles de mouvements de foule et celles aussi de dizaines de victimes au sol après ces 2 explosions survenues près de la tombe du général des gardiens de la révolution, Qassem Soleimani. Assassiné en 2020, l'Iran célèbre aujourd'hui le 4e anniversaire de sa mort. On déplore, selon un tout dernier bilan qui vient de nous parvenir, au moins 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités iraniennes qualifient désormais ces événements d'attaques terroristes. On va retrouver dans quelques instants à Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi pour faire le point. Alors, vous le savez, l'embrasement régional au Proche-Orient est plus que jamais redouté. Dans quelques heures, il y aura cette prise de parole très attendue, celle du chef du Hezbollah libanais, le mouvement chiite, qui a promis des représailles après l'élimination ciblée hier du numéro 2 du Hamas en plein Beyrouth. Saleh al-Arouri, représentant des Palestiniens de Cisjordanie, vivait en exil depuis des années. Sa mort relance aujourd'hui les craintes d'un basculement du conflit. Alice Broga. Dans les rues de Ramallah, ils appellent à la vengeance. Des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés mardi soir en Cisjordanie occupée pour protester contre la mort du numéro 2 du Hamas dans une frappe à Beyrouth. Le Hamas restera et persistera, même si tous ses dirigeants meurent en martyrs. Ce n'est pas la fin. Et s'il tue l'un des dirigeants, davantage de dirigeants et de Palestiniens prendront le drapeau et poursuivront la lutte contre cette occupation. À quelques heures d'un discours attendu du chef du Hezbollah, le mouvement chiite libanais a assuré que l'assassinat de Saleh al-Arouri ne resterait pas impuni. L'armée israélienne, à qui est attribuée la frappe, n'a pas commenté l'information, mais se dit toujours concentrée sur son objectif d'éliminer le Hamas. L'armée israélienne est à un niveau de préparation très élevé dans tous les domaines, défensifs et offensifs. Nous nous préparons pour n'importe quel scénario. Depuis le 7 octobre, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah, soutien du Hamas, sont quasi quotidiens à la frontière. Mais c'est la première fois qu'une frappe touche les environs de la capitale libanaise. Le Premier ministre par intérim du Liban a dénoncé un crime israélien et annoncé déposer plainte auprès de l'ONU pour violation de la souveraineté du Liban. Une frappe qui alimente le risque d'une escalade régionale du conflit. De toute évidence, ces développements sont extrêmement inquiétants. Bien que nous n'ayons pas tous les détails et que nous n'ayons pas encore tous les faits, nous savons que le secrétaire général exhorte toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue et à prendre des mesures urgentes pour apaiser les tensions dans la région. Lors d'un échange avec son homologue israélien, le président français a également appelé mardi soir à éviter toute escalade du conflit, notamment au Liban. Voilà, les craintes exprimées ici et là. La FINUL également appelée en fin de matinée à la retenue au sud Liban. On a senti hier soir l'onde de choc envahir le pays du Cèdre, Beyrouth, qui n'avait pas connu pareille situation depuis 2006. On est maintenant le jour d'après. Comment réagissent les Libanais aujourd'hui? Écoutez la correspondance de Serge Berberi. Le Hezbollah évoque une grave agression contre le Liban et un développement majeur dans la guerre.
entre Israël et l'axe de la résistance. Vous l'avez souligné, à quelques heures d'un important discours d'Hassan Nasrallah consacré à la situation au sud du Liban. Le Parti de Dieu indiquait que ce crime ne restera pas donc impuni. Les Libanais, eux, demeurent donc suspendus aux lèvres du chef du Hezbollah qui devrait en dire plus sur les intentions de son parti quant à la suite de ces opérations dans la zone frontalière après la mort du numéro 2 du Hamas. Entre-temps, la vie reprend timidement son cours à Moucharafieh et sa rue commerçante, théâtre de l'attaque au drone israélien présumé hier soir. Certains magasins sont restés fermés, la rue d'ordinaire fortement achalandée et ce midi pratiquement déserte. Seules les traces de la frappe d'hier y sont encore visiblement, donc ils sont visibles justement dans un rayon de 500 mètres. Jamais depuis le 7 octobre, le Hezbollah ne s'est trouvé dans une position aussi délicate, puisque cette fois-ci, c'est la banlieue sud de Beyrouth qui se trouve tout juste derrière moi, donc qui a été le théâtre d'une frappe aérienne, la première depuis le conflit de juillet 2006. Le mouvement chiite Amal, un allié de taille du Hezbollah, a estimé que l'opération constituait une attaque contre le Liban et une violation de sa souveraineté. Comme vous l'avez mentionné dans le sujet un peu plus tôt, Beyrouth va donc déposer une plainte contre Israël devant le Conseil de sécurité de l'ONU suite à l'attaque qui a fait au moins 7 morts, une dizaine de blessés et engendré de nombreux dégâts matériels. Et revenons à la principale information de cette édition liée à ces événements au Liban. Cette double explosion survenue donc en pleine commémoration du 4e anniversaire de la mort du général des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani. Il avait été assassiné en 2020. Des dizaines d'Iraniens célèbrent aujourd'hui sa disparition, marqué sa disparition lors de cérémonies. Quand 2 explosions ont donc frappé la foule, le bilan ne cesse depuis de s'alourdir. On parle désormais d'au moins 53 morts et de dizaines de blessés. Les autorités qui qualifient désormais l'événement d'attaque terroriste. On retrouve Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Bonjour Siavosh. En sait-on un peu plus sur ce qui s'est passé cet après-midi dans le sud-est du pays ? Alors, sur les images diffusées par la télévision d'État en direct, on entend très clairement les bruits de ces 2 explosions. Selon certains médias qui ont cité leurs journalistes présents sur place, les bombes étaient placées dans 2 sacs qui ont été actionnés à distance par des terroristes qui ont visé cette foule qui se rendait sur la tombe du général Qassem Soleimani pour commémorer, comme vous l'avez dit, le 4e anniversaire de la mort de ce général iranien qui a été tué il y a 4 ans par des drones américains près de l'aéroport de Bagdad. Selon les responsables du gouvernorat de la province de Kerman, les attaques ont visé cette foule qui se rendait sur la tombe de Qassem Soleimani, qui est considéré par le pouvoir iranien comme un véritable héros national et qui a combattu dans toute la région pendant 20 ans. Ces explosions, ces attaques terroristes, comme le qualifie le régime iranien, interviennent aussi à quelques heures de la prise de parole du chef du Hezbollah libanais au lendemain de l'élimination du numéro 2 du Hamas. Quelle réponse faut-il attendre aujourd'hui ? Alors, cela va certainement accentuer la crise dans la région, puisque Qassem Soleimani était très proche de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, mais aussi des dirigeants du Hamas. Il a joué un rôle de premier plan depuis 20 ans dans l'armement et l'aide fournie aux différents groupes palestiniens, le Hamas et le djihad islamique, mais aussi au Hezbollah libanais, ainsi qu'aux milices chiites en Irak et en Syrie, mais aussi les Houthis au Yémen. Il était donc un peu l'artisan de la construction de ce front des groupes de résistance qui sont soutenus par Téhéran et qui sont donc les alliés de Téhéran dans la région. Il a joué aussi un rôle très important pour soutenir le régime du président syrien Bachar el-Assad et pour lutter contre le groupe État islamique. Et bien évidemment, les responsables iraniens vont sans aucun doute accuser Israël d'être derrière ces doubles attentats. Et donc, cela va certainement envenimer la situation dans la région.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Je vous rappelle donc ce dernier bilan officiel communiqué, mais qui n'a cessé depuis le début d'après-midi de s'alourdir. 53 morts au moins et des dizaines de blessés dans cette double attaque. La pluie complique les secours au Japon. Le pays affronte ce mercredi une météo très défavorable alors que les équipes s'affairent toujours à la recherche de survivants. Nous sommes 2 jours après le puissant séisme et de nombreuses personnes manquent encore à l'appel. Un nouveau bilan provisoire fait état d'au moins 64 morts. Après des heures de recherche, les secours parviennent enfin à sortir ce corps. Celui de l'épouse de cet homme, resté coincé sous les décombres depuis le puissant tremblement de terre du 1er janvier. Dans la préfecture d'Ishikawa, la plus touchée par le séisme, les recherches continuent, avec toujours l'espoir de retrouver des survivants, mais aussi la crainte de fortes répliques qui pourraient compliquer les opérations de secours. Dans la région touchée par ce désastre, des intempéries et de nouvelles secousses sont attendues. Nous demandons aux habitants de faire attention aux glissements de terrain et de ne pas se mettre en danger. De nombreux rescapés craignent de se retrouver coincés alors que plusieurs routes ont été rendues impraticables. J'ai très peur des répliques, car ça va me rappeler le premier séisme. De nombreuses routes se sont effondrées dans plein d'endroits. On ne sait pas encore quelles routes sont bloquées, je ne sais pas comment je vais pouvoir bouger d'ici. Suzu est l'une des villes qui ont été les plus dévastées par le séisme. Et ces images satellites sont parlantes. Voici Suzu avant, puis après le tremblement de terre. D'après le maire de la ville, environ 90% des maisons ont été détruites. À 50 km de là, Wajima n'a elle non plus pas été épargnée. Malgré les dégâts considérables, le nombre de victimes reste limité, notamment grâce à des systèmes d'alerte efficaces dans ce pays, habitué aux tremblements de terre. Et nous sommes le 3 janvier. Ce début d'année est l'occasion pour nous d'un bilan. L'année 2023 a été riche en événements liés à la migration. Pour faire ce tour d'horizon de l'année passée, nous recevons Charlotte Boitteau. Bonjour Charlotte, journaliste à Info Migrants. Alors on va peut-être commencer chronologiquement. L'année 2023 qui a donc débuté avec un dramatique naufrage au large du Péloponnèse. C'était en Grèce donc. Oui, et ça s'est passé le 14 juin exactement. Un chalutier avec à son bord 750 migrants a fait naufrage donc au large de la ville de Pylos. Un naufrage absolument dramatique puisqu'on estime qu'au moins 500 personnes sont mortes noyées ce jour-là. Selon les témoignages des rescapés, le bateau était parti de Libye. C'est le bilan le plus lourd que la Grèce ait connu ces 10 dernières années. Seules 104 personnes ont pu être secourues. Une enquête est toujours en cours pour essayer de déterminer les causes du drame. Je rappelle que les gardes-côtes grecs sont mis en cause dans cette affaire. Plusieurs survivants les accusent d'avoir tardé à les secourir. Un mois après ce drame, de l'autre côté de la mer, cette fois en Tunisie, les migrants subsahariens ont été confrontés à une politique d'une violence absolument inouïe. On l'a commenté sur cette antenne de la part des autorités tunisiennes. C'est l'un des événements marquants de cette année. Oui, tout à fait. À partir de l'été, en fait, des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne qui vivaient en Tunisie ont été la cible d'une chasse à l'homme, en fait, menée par la population et surtout par les autorités. Les autorités tunisiennes qui ont mené des rafles dans tout le pays, principalement à Sfax, dans le centre du pays, des milliers de Noirs qui ont donc été arrêtés de manière arbitraire, puis envoyés et tout simplement abandonnés aux frontières du pays, notamment à la frontière libyenne, dans le désert. La rédaction d'Info Migrants avait reçu à cette époque des images absolument dramatiques. On y voyait des femmes, des enfants, voilà, vous les voyez à l'écran, qui appelaient à l'aide et qui littéralement mouraient de soif et de faim. Il faisait 40 degrés à cette époque. On se rappelle aussi, je ne sais pas si on verra, de cette terrible image de Fatih et de sa petite fille Marie, 6 ans, qui ont été retrouvées mortes de soif. Voilà, elle avait fait le tour du monde, cette image, et elles avaient été retrouvées mortes de soif dans le désert libyen. Suite à ces expulsions, ces migrants qui se cachaient en Tunisie ont pris peur, ils ont fui en masse le pays. Oui, c'est cette situation en Tunisie qui a précédé ce qu'on a appelé la crise de Lampedusa. Pour fuir les rafles dont je viens de parler, des milliers de migrants subsahariens ont donc pris la mer pour essayer de rejoindre l'Europe. À la mi-septembre, il y a plus de 10 000 personnes qui sont arrivées en seulement 3 jours sur la petite île italienne. C'est énorme, en fait. Les capacités d'accueil de l'île ne disposent que de 400 places. Donc l'île a été absolument dépassée par cet afflux. Je rappelle qu'au total, sur l'année 2023, 150
255 000 exilés ont débarqué en Italie. C'est 50% de plus que l'année précédente. Et il n'y a pas que l'Italie qui s'est retrouvée, Charlotte, débordée par un afflux sans précédent de migrants. L'Espagne aussi. Son archipel des Canaries au large des côtes africaines peine à faire face aux milliers d'arrivées venues du Sénégal. Notamment. Oui, en 2023, là on est à plus de 37 000 migrants qui ont débarqué aux Canaries. C'est du jamais vu. C'est un chiffre qui dépasse le précédent record qui avait été établi en 2006 lorsque 31 000 personnes avaient réussi à atteindre l'archipel espagnol. Cette augmentation des arrivées coïncide, vous l'avez dit, avec une hausse des départs depuis les côtes sénégalaises, distantes pourtant de 1700 km. Des Sénégalais qui fuient notamment la raréfaction des poissons en mer et la pauvreté du pays. Voilà pour certains des temps forts, des images fortes. Vous nous l'avez largement rappelé de cette année 2023. Merci beaucoup Charlotte. D'autres événements aussi liés cette année, l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, l'opération Wambushu à Mayotte, le pacte migratoire européen signé il n'y a pas si longtemps que cela. On le commentait ensemble il y a quelques semaines. Tout cela fait l'objet d'articles sur votre site internet infomigrants.net. Merci Charlotte. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver régulièrement cette année 2024. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale, toujours très chargée. On va se quitter sur ce bilan. De nouveau revu à la hausse, bilan en Iran. On parle désormais de 73 morts au moins et de 170 blessés dans cette double explosion survenue près de la tombe du général Soleimani. On commémorait le 4e anniversaire de sa disparition aujourd'hui. Les autorités iraniennes évoquent des attaques terroristes quelques heures seulement avant le discours du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, qu'on ne manquera pas évidemment de vous faire vivre sur nos antennes. Restez à nos côtés. À dans quelques minutes sur France 24.